Voilà, Monsieur le Président, vous conduisez la mission d'observation de l'Union africaine. Moins d'un mois après que vous ayez quitté la présidence au Bénin, finalement, qu'est-ce que cela représente pour vous? Écoutez, un sentiment de satisfaction puisque je me rends compte qu'en réalité, notre continent est à l'écoute des talents. Et dans le cadre de notre quête et de notre marche démocratique, pour régler les affaires de notre pays, tant il est vrai qu'il y a un certain nombre de défis à régler. Je crois que c'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai constaté qu'on me demande de me mettre au service d'un peuple frère, le peuple de la Guinée équatoriale à travers son président, le président Bazogo, qui aujourd'hui s'investit pour complètement créer les conditions de renforcement de la sécurité humaine dans son pays. Alors finalement, que faut-il attendre de cette mission électorale de l'Union africaine que vous conduisez en Guinée équatoriale? C'est une tradition. Je crois que l'Afrique nouvelle a toujours évolué et édifié un certain nombre de comportements. L'Afrique doit, pour arriver et répondre au rendez-vous mondial et prendre sa place au Conseil des Nations, doit partager les valeurs du monde libre. Peut-être naturellement à sa manière. Je veux parler par exemple de son attachement à la démocratie. Parce que nous croyons que cette démocratie est absente dans nos valeurs. Non, elle est toujours là, elle a toujours été. Peut-être c'est la manière. Donc c'est dans ce cadre-là que l'Afrique, nous avons adopté la charte africaine de démocratie, des élections et de gouvernance. Nous avons fait, c'était en 2007 ça, mais approuvé en 2012. Une déclaration également de l'Union africaine approuvée en 2012. À l'époque, je présidais la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il y a une déclaration également qui a été faite, ou une décision qui a été prise également. Est-ce que je vais encore oublier l'autre instrument qui est important pour nous, la question du mécanisme africain d'évaluation par les pairs? Donc, c'est sur cette base-là que la tradition a été bâtie et l'Union africaine a toujours envoyé des missions d'observateurs, donc une mission d'observation dans chacun des États membres, chaque fois que chacun traverse ce moment, c'est-à-dire où le peuple est appelé à élire démocratiquement son premier responsable, c'est-à-dire le premier magistrat de son pays. Généralement, je dis bien généralement. Peut-être qu'ils le font, ils sont là, peut-être les spécialistes. Dans le cadre des législatives, je ne sais pas. Quand il y a des difficultés, mais ce qui est frappant, et c'est le cas aujourd'hui que vit la Guinée équatoriale. Donc venir envoyer une mission, et je me retrouve devant cette mission-là, de plus de 40 membres, mais venus dans presque, j'allais dire, une quinzaine de pays du continent. Je crois, vous voyez l'importance que nous accordons à cela. Donc je crois, vous me demandez qu'est-ce qui est prévu au terme de cette mission. J'écoutais ce que je viens de le dire. Nous allons travailler sur la base, disons, de ces principes fondamentaux. La charte africaine de démocratie, d'élection et de gouvernance, la déclaration de l'Union africaine, la décision prise toujours par l'Union africaine, une troisième, et la question du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, sans oublier, sans nous écarter des principes fondamentaux attachés, disons, à l'observation, aux observateurs internationaux. Parce que l'Afrique aussi veut se mettre à l'heure internationale. Donc sur cette base-là, nous nous retrouvons, c'est déjà réparti. La délégation va couvrir pratiquement, va suivre tout le processus électoral. Vous voyez, c'est le 20, nous sommes déjà ici, depuis hier ou avant-hier. Donc on s'organise. Il est prévu que nous rencontrions chacun des membres, le président de la commission électorale, le président de la République certainement, comme il est aussi candidat. Donc tout ceci est prévu.
Non pas pour venir donner des leçons. Pas du tout. Même pas dans cet esprit que nous sommes venus. Et c'est un rendez-vous de donner et de recevoir, d'échange d'expérience, puisque nous avons des professionnels. Donc c'est sur cette base-là que je pense, ce matin on vient de quitter le président de la commission électorale qui nous a dit ce qui est prévu. Bon, nous avons demandé, disons, le cadre juridique qui guide l'organisation des élections en Guinée équatoriale. Sur cette base-là, nous allons confronter ce que l'Union africaine a fait et ce cadre juridique, on verra les points forts, on verra les points faibles. De manière à ce que dans tous les cas de figure, nous veillions à ce que ce soit un processus électoral paisible, transparent. Et qu'après, en réalité, c'est vrai, c'est la Guinée équatoriale qui va gagner lorsqu'il aura la paix. Et il aura toujours la paix. Et que les perdants puissent féliciter le gagnant. Et que nous partions avec ce sentiment d'un travail bien achevé, parce que nous aurons réussi à mettre ensemble tous les candidats qui accepteraient de travailler ensemble, parce qu'ensemble ils sont plus forts, pour continuer l'œuvre de construction de ce pays qui aujourd'hui, moi, qui je considère comme la Suisse du continent. Pour moi, c'est vrai, il y a cette manne pétrolière. Il faut reconnaître que mon cher aîné, le président Bazogo, en tout cas, s'est investi pour créer les conditions de renforcement de la sécurité humaine aux Équato-Guinéens. Et je crois qu'après les élections, il faut éviter les à-coups, il faut éviter de remettre en cause les acquis, faire en sorte qu'après les élections, ensemble, tous les fils équato-guinéens puissent continuer cet élan qui a été pris dans un cadre, je crois, beaucoup plus rapide, de manière à ce que les défis qui attendent aujourd'hui soient réglés ensemble. Je fais allusion à la paix, à la stabilité, à la sécurité. Je fais allusion à une meilleure gouvernance. Je fais allusion à la stabilité financière. Je fais allusion à la stabilité macroéconomique. Je fais allusion à la poursuite de l'assainissement de l'environnement des affaires, de manière à ce que, eh bien, sous la promotion du partenariat public-privé, les privés puissent s'associer au peuple équato-guinéen pour continuer de mettre en place les infrastructures dont la jeunesse a besoin pour la promotion de leur développement. Monsieur le Président, juste une dernière petite question. Vous avez l'habitude de dire que la démocratie se nourrit de l'alternance, mais on constate que dans certains pays du continent, certains de vos homologues ou vos anciens homologues ont une relation conflictuelle avec leur constitution et avec l'alternance. Est-ce que vous êtes maintenant un modèle pour l'Afrique? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Je pense que là où cette question que vous me posez, tout de go, je voudrais dire que je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Chaque pays a ses spécificités. Je dois vous dire, moi j'ai suivi un pays, je préfère taire le nom. Parce que les gens, nous sommes incompris. Nous sommes incompris. La plupart de nos constitutions ont adopté le principe de révision. Bon, c'est vrai, vous me direz que je ne vous ai pas répondu. Par exemple, la Constitution dans mon pays dit je peux faire l'objet de révision, mais à condition, je viens de le dire, que vous ne touchiez pas 3 points. L'intégrité du territoire, la laïcité de la République et le régime démocratique. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a toujours considéré comme les fondamentaux, c'est-à-dire la limitation des pouvoirs. Ça peut faire l'objet de révision. Vous comprenez bien? Donc ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Donc si un pays est amené de manière consensuelle, c'est surtout ça qui est essentiel, de manière démocratique, et j'en connais qui ont fait ça, au nom de Dieu, avant d'ouvrir l'opportunité de retoucher la Constitution, qui de plus en plus a commencé par s'essouffler à cause des défis qui affectent le monde. Lorsque tout le monde a accepté que c'est le moment de toucher cette constitution, ça a été d'abord un dialogue politique. Enfin est venu, je crois,
une espèce de symposium, et après, les délibérations ont fait l'objet des référendums. Donc, qui dit mieux? Lorsqu'il y a le consensus et que tout le monde a pris part à cela, mon cher frère, moi je pense que ça respecte l'esprit, la lettre, disons, de la démocratie. Donc, la question de l'alternance dont vous parlez, franchement par là, l'alternance en tant que telle, parlons-en. Si un président fait mieux, qu'on le laisse le soin, si démocratiquement le peuple dit, il est efficace pour nous aujourd'hui, parce que la démocratie, mais ce n'est pas du vent, c'est le mécanisme par lequel cette démocratie doit pouvoir nourrir, doit pouvoir éduquer, doit pouvoir soigner, doit pouvoir alimenter, doit pouvoir régler la question de l'élimination de la pauvreté. Si elle s'inscrit dans cette orbite, n'est-ce pas, dans cette perspective, alors, écoutez, il appartient au peuple de décider. Vous voyez, donc, il faut absolument que nous connaissions nos spécificités. Tenez, vous me posez cette question. Et pour l'alternance, c'est vrai, vous voulez dire, permet au peuple de comparer. Vous avez raison. Mais lorsque l'alternance, ça peut paraître aussi comme un mécanisme qui vient détruire les acquis lorsque le président est à l'écoute du peuple et que le peuple estime que ce président-là continue toujours. N'est-ce pas? Parce que en son temps, le peuple continue de se nourrir, de s'habiller, de s'éduquer, de se soigner et d'accéder aux fondamentaux de la vie, aux droits de l'homme. Et je disais, tenez, je veux faire la comparaison pour retourner la question. Prenons l'Allemagne ou les pays anglo-saxons. Allons-y. Aujourd'hui, ma soeur Merkel, peut-être, va postuler pour un 4e mandat. Avant elle, vous avez Kohl, qui a fait 4 mandats ou 5 mandats. Qu'est-ce qu'on a dit de cela? Et on peut dire que la démocratie en Allemagne ne marche pas. Je ne pense pas, mon cher frère. Va falloir qu'on ouvre un débat. Et je lui dis au chef d'État, il est temps que nous ouvrions un débat. Dans ces principes universels, la démocratie existe, c'est vrai, dans ces principes universels. Mais permettez, souffrez quand même que l'Afrique retrouve sa voix, sa spécificité. Est-ce que vous voyez? Si nous disons par exemple de revoir la Constitution, au lieu qu'on élise un président, eh bien nous entrons dans un régime parlementaire. Donc nous votons, le peuple vote pour les partis politiques, comme en Allemagne ou les pays anglo-saxons. Comment se fait-il, voyez? Donc c'est les partis on vote pour les partis, et à l'intérieur, il y a une démocratie à l'intérieur du parti. Et on prend le plus efficace, comme en Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne fait partie de cette Europe qui est une puissance économique, commerciale, financière, mondiale. Et l'Allemagne aujourd'hui fait partie des moteurs. Et pourtant, si on avait déjà le bloqué en disant individuellement, aucun Allemand ne peut diriger l'Allemagne pour plus de 2 mandats, elle serait déjà partie et pourtant le peuple allemand l'apprécie. Donc je pense qu'il y a un débat que nous devons faire en matière de limitation de mandat. Non pas que je regrette, j'ai fait ce que la Constitution a prescrit. C'est mon devoir de respecter le peuple béninois. Parce que c'est ce que le peuple a arrêté de manière consensuelle. Consensuelle. Vous comprenez bien? Mais si nous devons ouvrir un débat, je crois que le président Talon dit qu'il va à la réforme des institutions, il y aura un débat. La recommandation que je lui fais, c'est d'éviter les exclusions. Que tout le monde qu'il invite, tous les fils de ce pays, pour réfléchir, en dehors, disons, des questions de personnes et d'autres, etc., et que ce soit pour sauver l'intérêt général. Mais l'essentiel est que les institutions fonctionnent, des institutions fortes, dirigées par des hommes de qualité.
qui sont des piliers pour soutenir cette démocratie-là. Je crois que c'est ça qui pose problème dans notre continent. Donc je pense que c'est vrai, j'ai fait les 2 mandats et je peux ajouter en disant que je suis le seul président depuis l'indépendance à prévenir le peuple béninois pour dire je m'en vais après mes 2 mandats suffisamment à l'avance. Par exemple, je viens de le rappeler, en 2011, c'est-à-dire en avril 2011, au début de mon second mandat, j'ai dit à mon investiture devant 10 chefs d'État, mon second et dernier quinquennat. Parce que c'est ce que la Constitution a dit. En attendant, c'est ce que la Constitution a dit. Vous voyez? Mieux, je l'ai répété partout, aux Nations Unies, à l'Union africaine, j'allais dire à la Maison Blanche, à l'Élysée, dans les grandes chancelleries en Allemagne, au niveau du Japon, et puis aussi à la présidente de la République de Chine, etc. Le monde entier, même en Afrique. Alors, donc, je l'ai dit, et ça a été fait. Nous avons réussi à organiser à bonne date les élections, dans la paix. Troisièmement, le nouveau président élu au terme de ce processus électoral au niveau de la présidentielle, le nouveau président élu est venu au palais de la République et nous avons fait la passation de charge dans la joie. Dans la joie, ce qui a suscité l'admiration d'ailleurs de la communauté internationale à travers, disons, les lettres de félicitations des Nations Unies, de l'Amérique, de la France, du PNUD et d'autres institutions multilatérales ou d'autres pays bilatéraux. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Il n'y a pas de leçon à donner. Chaque pays a sa spécificité. Moi, je pense, aujourd'hui, tous les chefs d'État sont conscients de la nécessité de renforcer la sécurité humaine pour leur peuple. Tous les peuples, tous les pays sont conscients. Mais une démocratie qui ne nourrit pas, chers amis, je vais terminer en le disant puisque on est en train de vous faire des choses, une démocratie qui n'assure pas la stabilité, une démocratie qui ne garantit pas, chers amis, la paix, une démocratie qui ne garantit pas la sécurité, une démocratie qui bafoue la malgouvernance, c'est-à-dire qui fait la prime à l'impunité, à la corruption. N'est-ce pas, cette démocratie-là? Elle devient une démocratie incapable de nourrir, d'habiller, d'éduquer, de soigner. Mieux, de consolider l'unité nationale. Mieux encore, de remettre en cause la foi en Dieu. Alors cette démocratie est véritablement un poison pour le peuple. Moi, je vous le dis, il faut que chacun tienne compte de l'expérience et de la spécificité de chaque pays. Le Bénin a cette spécificité, eh bien, ne peut pas donner de leçons aux autres pays. Voilà, qui ont pris d'autres voies dans tous les cas de figure. La preuve dans mon pays, les gens ont commencé par dire il faut une rélecture de notre constitution. Mais je ne dis pas que c'est nécessairement dans le sens de la remise en cause des fondamentaux. Encore faudrait-il, pour savoir, en réalité, qu'on sache, et c'est mon souhait, qu'on puisse passer cette période-là de rélecture de notre constitution ensemble, parce qu'ensemble, il y aura un consensus, et lorsqu'il y a un consensus, il y aura toujours la paix et la stabilité de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.